Alors voilà pour ce thème de la 4e et dernière table ronde de la journée, pour laquelle je vais inviter à me rejoindre sur scène ces invités, à savoir Monsieur Jean-Claude Boncorps, président de la FEDEN, la Fédération des services énergie-environnement, Monsieur Hervé Chauvin, directeur nouveaux produits, Business Unit Bioénergie Areva, Monsieur Frédéric Coirier, président du directoire du groupe Boujoula, François-Xavier Dugripon, qui s'est déjà exprimé ce matin pour le groupe Cofeli, directeur des achats d'énergie, Monsieur Bruno Le Boulanger, chef de bureau des technologies de l'énergie, direction générale de la compétitivité de l'industrie et des services, Monsieur Pascal Marlier, associé du BIP, un bureau d'études stratégiques que tout le monde connaît bien, Nicolas Vigneault, gérant des établissements Vigneault, et enfin Monsieur Jacques Pétry, président directeur général de la société Albioma, l'ex-séchilienne Sidex, pour ceux qui la connaissent sous cette appellation. Bonjour messieurs, bienvenue. Comme vous l'avez constaté, vous êtes également nombreux pour cette deuxième table ronde de l'après-midi. Je vous laisse vous installer. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai le sentiment que nous avons déjà abordé un certain nombre de choses qui vont nous occuper maintenant, notamment en matière de valeur ajoutée pour les territoires, d'influence positive, de conséquences positives à travers les filières industrielles, en termes de création d'emplois notamment, et vous êtes tous autour de la table autant de témoins pour témoigner, faire ces retours d'expérience que vous allez nous proposer dans quelques instants. Alors, vous êtes tous des acteurs avec des retombées de cette filière en termes d'emploi et de valeur ajoutée sur les territoires. Vous allez pouvoir, chacun dans vos champs d'intervention, nous les décrire, nous faire part, là aussi, ça fait partie de l'exercice de ce colloque, de vos aspirations, puisque nous sommes également quelque part force de proposition à l'occasion de ce colloque, pour aller plus loin, pour préciser un petit peu les réalités telles que vous les imaginez pour demain. Alors, premier tour de table, vous l'aurez compris, un petit peu traditionnel maintenant depuis le début de cette journée, pour une estimation chiffrée pour certains, pour des points de situation, pour concrétiser, illustrer le poids de la filière. Je vous laisse, dans un ordre de préséance qui sera le vôtre, vous exprimer, nous faire part de vos propres éclairages, de vos propres témoignages, et nous faire part à travers vos expériences de vos témoignages. Peut-être Monsieur Marlier, pour commencer, parce que je note que vous nous avez apporté quelques illustrations. Alors je vais vous proposer, pour des raisons pratiques, de bien vouloir commencer pour nous faire part de ces situations en termes d'emploi, de ceux dont vous pouvez témoigner, emploi direct ou indirect, liés au bois énergie. Et puis je vous laisse nous commenter la diapo ou les diapos que vous nous avez préparé cette attention. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, j'ai préparé 2 diapos pour cadrer peut-être, ou en tout cas donner un point de repère sur la question qui m'a été posée, de quantifier les emplois dans la filière bois-énergie. Alors, il y a quelques éléments un peu techniques, mais je pense qu'on n'en fait pas complètement l'économie. Donc l'ambition, la question qui nous était posée, c'était de quantifier la filière bois-énergie. Donc on a resitué les emplois directs et indirects. Alors direct dans le sens où ça concerne la production de consommables, biomasse. On en a cité les 3 sources tout à l'heure, à travers la sylviculture, les produits connexes de scierie, mais aussi les déchets de l'industrie, du BTP en particulier. Il y a une autre dimension qui est la production d'énergie, le chauffage, la production d'électricité, etc. La fabrication d'un certain nombre d'appareils et équipements qu'on a considérés dans le périmètre directement, avec une fonction de commerce, de trading, si on peut dire, qui est quand même assez importante dans la filière bois, comme dans toutes les matières premières. Et il y a un périmètre indirect qui concerne l'ensemble des approvisionnements qu'utilisent ces différents acteurs, que ce soit des équipements d'exploitation, de maintenance ou d'autres fournitures. Donc ce périmètre a été travaillé entre guillemets avec les professionnels de la branche, avec le syndicat des énergies renouvelables en particulier, dans le cadre d'un travail que nous avons fait plus globalement sur la filière bois en France, dont certains acteurs ici présents ont connaissance. Et donc ça, c'est la vision de la partie emploi de ce travail. Donc on en arrive au cœur sur la planche suivante, si vous voulez bien,
au cœur de cette quantification sur le périmètre que j'ai exprimé un instant. Donc on raisonne en équivalent temps plein. Alors, excusez les acronymes, mais c'est quand même important parce qu'une partie, évidemment, des gens ne travaillent pas à temps plein, quelle que soit l'activité qu'ils ont. Donc vous voyez là, il y a trois colonnes essentielles. Le point de repère 2010, un scénario dit au fil de l'eau à 2020 et un scénario PPI également à 2020. Donc le scénario au fil de l'eau correspond à un ensemble de tendances qui sont tirées. Donc une croissance du PIB, par exemple, qui est en moyenne de 1,5% en volume par an à l'horizon, et un scénario fonds chaleur stabilisé à 220 millions d'euros, ou à peu près, par an à l'horizon en question. Le scénario PPI est, lui, plus offensif, c'est l'atteinte des objectifs PPI. Donc vous retrouvez dans la lecture des lignes les deux éléments directs et indirects que j'ai mentionnés à la page précédente, avec la sous-décomposition, et vous retrouvez la logique des couleurs de la page précédente également. Donc vous le voyez au total de ces lignes, auxquelles je rajoute l'investissement de génie civil, parce qu'il y a quand même quelques plateformes à créer ou quelques infrastructures à ajouter. Donc en 2010, une estimation de 22 200 emplois dans le sens équivalent temps plein. Dans un scénario au fil de l'eau, donc tendanciel, à l'horizon 2020, plus de 33 000 emplois. Et dans un scénario volontariste, presque 50 000 emplois. Pour répondre à la question qui est posée, effectivement, on crée de l'emploi de manière significative. Alors, c'est de la création brute d'emplois. Ce n'est pas une création nette, là. Sinon, il faudrait considérer éventuellement la destruction ou la substitution avec d'autres filières. Donc, c'est significatif, par exemple, si on le compare avec d'autres filières des énergies renouvelables. Donc on est dans les mêmes ordres de grandeur dans les 20 000, mais le 50 000 en question est quand même très significatif. Donc ça crée quand même une activité assez sensible. La répartition ensuite, vous le voyez, entre direct et indirect est relativement comparable. Bon, il y a un peu plus de direct que d'indirect. Alors je ne précise pas comment on a calculé les indirects parce que c'est un petit peu technique, mais c'est les efforts d'entraînement des emplois directs et nous n'avons pas comptabilisé dans ce total les emplois dits induits. Donc je le disais, quand on se compare à d'autres filières des énergies renouvelables, on est dans des ordres de grandeur qui sont comparables à l'année de référence, mais qui sont très importants, enfin, très significativement supérieurs en 2020. Si on compare par rapport à l'ensemble des emplois de la filière bois, ça reste relatif, puisque vous savez qu'on parle de 350 000 à 400 000 emplois, total filière bois, toute activité confondue, de la construction, construction incluse, enfin toute chimie, etc. Ça représente quand même un accroissement significatif par rapport à cet ensemble, dans le sens où on prend en compte, vous l'avez compris aussi, la productivité de l'ensemble de ces secteurs, qui au fur et à mesure qu'on industrialise et qu'on mécanise ces emplois, il y a également une conséquence sur l'augmentation de la valeur ajoutée, mais aussi une limitation des effectifs. Donc voilà le petit tour d'horizon que je vous propose en entrée de cette table ronde, afin que vous ayez en tête les ordres de grandeur et les enjeux qui sont derrière ça, si on prend l'indicateur d'emploi en particulier. Merci Monsieur Marlier, et puis merci d'avoir bien voulu nous planter le décor en quelque sorte, en rappelant ces quelques chiffres et ces premiers scénarios. Nous en sommes, comment dirais-je, un premier tour d'horizon, mais ce n'est pas le premier tour de chauffe pour Monsieur Dugripon qui s'est déjà exprimé ce matin. Alors, je vais laisser profiter de cet avantage d'être un petit peu rodé déjà à la scène depuis aujourd'hui pour enchaîner et puis pour nous faire part un peu plus concrètement par rapport au métier qu'il nous a largement décrit ce matin, à votre métier, par quoi se traduisent concrètement les valeurs ajoutées dont nous parlons en termes d'emploi, quel intérêt pour les territoires concrètement. Alors peut-être un chiffre très simple. Cofeli, on achète beaucoup de gaz naturel. Pour acheter 15 TWh de gaz naturel, j'ai besoin d'un acheteur. Pour acheter 2 TWh de bois énergie aujourd'hui, j'ai besoin de 12 acheteurs. Donc voilà une illustration très concrète de ce que veut dire la création d'emplois liés à la filière bois. D'autre part, ces emplois d'acheteurs bois, ce sont des emplois locaux. Ce sont des emplois qui sont dans les territoires pour aller faire le catalyseur en fait, de filières qui sont préexistantes à ce dont on parle aujourd'hui, du développement du bois énergie pour le collectif et l'industriel. Donc ce sont des filières préexistantes, mais qu'il faut aller mobiliser, solliciter et auxquelles on va apporter une vision industrielle. Donc là, on crée effectivement des emplois dans les territoires
des emplois avec des emplois qualifiés, des emplois avec de la valeur ajoutée et qui conduisent à faire des innovations par exemple sur les problématiques de mesure d'humidité. Donc on a, nous, déposé un brevet il y a peu de temps pour faire de l'échantillonnage automatique, par exemple. Donc c'est une illustration de ce que l'équilibre entre la vision industrielle et l'appui nécessaire et indispensable sur les savoir-faire existants dans le territoire peut créer comme emploi et comme valeur ajoutée. Merci, Monsieur Dugrippon. Autre acteur de la filière, votre voisin, Monsieur Coirier, président du directeur de Poujoula. Grand acteur de la filière également. Je vous laisse, sans faire d'historique de la maison, mais nous rappeler votre métier et effectivement par quoi ça se traduit en termes d'emploi, de valeur ajoutée que votre métier aujourd'hui au sein de cette filière. Alors, on a 3 métiers. Le métier historique, c'est le conduit de cheminée, donc qui équipe une maison sur 2 en France, en fait. Et 2 autres activités qui sont très liées aux énergies. La cheminée industrielle, où on va travailler avec l'industrie, les énergies renouvelables, tout ce qui est production d'énergie massive, thermique ou électrique. Et puis le troisième activité qui est le combustible bois, haute performance, où là on va plutôt travailler sur du granulé, du bois de chauffage haute performance, des briquettes de bois, enfin tous les combustibles un peu nouvelle génération. Concrètement, le groupe aujourd'hui fait à peu près 220 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1500 personnes. Il a triplé de taille en 10 ans et en effectifs. Donc des emplois qui ont été principalement créés sur le territoire national. Si on regarde plus spécifiquement l'aspect biomasse, en tout cas moyenne et grande puissance, donc qui est une activité qui chez nous représente aujourd'hui à peu près 25% du groupe, c'est une activité qui a connu beaucoup de croissance, certainement liée au fonds chaleur, mais qui aussi joue un rôle moteur dans la mobilisation et l'organisation de la filière, puisque nous sommes en amont et en aval des équipements d'exploitation ou de production d'électricité quand il s'agit de bagasse. Et donc, en fait, nous travaillons à tous les échelons. Et dans le domaine de la biomasse spécifiquement, on peut estimer qu'environ une trentaine d'emplois sont créés tous les ans pour tout ce qui est équipement lié à la moyenne et grande puissance et tout ce qui est maintenance, entretien et alimentation combustible. Merci, Monsieur Coirier. Alors, vous avez évoqué la bagasse et Monsieur Pétry nous en parlera dans quelques minutes parce que justement, il nous a amené également quelques illustrations. C'est l'occasion de nous transporter un petit peu sur le terrain, peut-être sur une filière un peu moins connue en métropole. Vous nous expliquerez tout ça par le détail et quelques photos, Monsieur Pétry. Je vais me tourner vers un autre acteur de terrain puisque nous venons d'évoquer l'amont, c'est Monsieur Vigneault, les établissements Vigneault. Donc, vous allez nous présenter également rapidement à travers votre métier, vos métiers peut-être aussi. Et en quoi vous contribuez à ce développement de la filière, en quoi vous êtes un acteur aujourd'hui important de la filière et notamment au niveau de l'amont. Oui, donc je suis Nicolas Vigneault. J'ai créé les établissements Vigneault spécialisés dans la conception et la réalisation d'équipements forestiers spécialisés dans la récolte du bois énergie. C'est ma première casquette. Et ma deuxième casquette, je suis donc actionnaire aujourd'hui d'une société d'exploitation forestière dédiée au bois énergie, possédant 10 machines et réalisant aujourd'hui à peu près 70 000 tonnes de récolte de bois énergie. Voilà. Je vous laisse peut-être détailler un petit peu, parce que moi, ce qui m'intéresse dans votre témoignage en particulier, on a entendu à plusieurs reprises depuis ce matin des spécialités dans la filière bois-énergie qui nous viennent de pays du Nord ou l'Est, ou de l'Est, c'est selon. Et je crois savoir dans votre propre activité machine que vous développez des compétences 100% françaises. Et c'est ça qui nous intéresse pour effectivement essayer d'imaginer jusqu'où cela peut aller à travers le développement de la filière, qu'à travers votre expérience, jusqu'où peuvent se loger ces valeurs ajoutées que tout le monde appelle de ses voeux. Alors effectivement, je suis entrepreneur de travaux forestiers depuis 1994. Et avec l'arrivée du bois énergie, à partir de 1997, je me suis aperçu que tous les produits qu'on pouvait utiliser, ou scandinaves ou américains, ne correspondaient pas à notre forêt, qui a vraiment une spécificité très importante. Donc je me suis mis à créer des outils spécifiques. On n'invente pas, on me dit souvent vous n'avez rien inventé. Non, mais on a adapté les technologies. Et aujourd'hui, en fabriquant 100% français, je fabrique et je fais fabriquer du matériel en essayant d'avoir cette attache française.
on a une réussite. On estime qu'aujourd'hui, un matériel sur 2 vendu dans l'exploitation forestière provient de nos établissements. Donc j'ai déterminé non pas seulement un matériel, mais aussi une technique. En fait, l'approche, elle a été autant technologique qu'économique. Et en fait, c'est la réussite de ces différentes innovations qui nous amène aujourd'hui à avoir un mode de récolte qui permet à une entreprise de pouvoir être leader sur le marché du bois énergie. Merci Monsieur Vigneault pour cette première partie de témoignage. Vous pourrez y revenir si vous le souhaitez. Alors comme promis, je me tourne vers Monsieur Pétry, qui nous fait lui aussi un retour d'expérience de terrain, comme je vous le disais. Puis après, j'interrogerai par exemple Monsieur Boncor pour la FEDEN pour avoir une vision peut-être encore un petit peu plus globale. Merci beaucoup. Est-ce que l'on pourrait regarder le slide suivant, s'il vous plaît? En fait, je voulais vous parler aujourd'hui d'une autre ressource biomasse très importante sur le territoire français, la bagasse. Certains d'entre vous ne connaissent pas la bagasse. Il se trouve que c'est le résidu de la production du sucre à partir de la canne à sucre. Et vous avez à l'écran l'illustration de notre cycle, qui est le cycle par lequel le planteur, à gauche de l'écran, amène, disons, 1 tonne de canne à sucre à l'usine sucrière. La canne est broyée, un jus sucré est extrait, c'est ce que vous avez en haut. Il reste le résidu qui est la bagasse, vous en verrez une photo dans un instant. Cette bagasse est apportée à notre usine de cogénération et nous renvoyons de la vapeur pour le process du sucrier et nous exportons vers le réseau de l'électricité. 2-3 commentaires sur ce point. 1, nous sommes très attentifs à la biomasse sans conflit d'usage. Donc nous valorisons le sous-produit, le coproduit du sucrier. 2, nous sommes proches du territoire, puisque vous allez voir que nous sommes dans l'arrière-cour de l'usine sucrière. Et 3, nous prétendons avoir un rendement énergétique extrêmement puissant. Et le 120 kWh exporté par tonne... l'exportation nette après votre propre consommation. Après avoir renvoyé de l'énergie vers l'usine sucrière, nous exportons vers le réseau. Et notre benchmark, c'est bien cette capacité à exporter vers le réseau. Donc, slide suivant, très vite quelques photos. Donc, vous voyez à la fois la sucrerie dans le haut de l'usine, dans le haut de la photo, et l'usine bagasse dans le bas. Photo suivante. 2 points importants. En fait, il y a 2 gros tubes entre la sucrerie et notre usine de cogénération. Le tapis roulant qui amène de la bagasse et le tube qui renvoie de la vapeur. C'est tout le principe de la cogénération. Suivant. Et ça, c'est la bagasse, qui est cette sorte de paille ou de copeaux que nous extrayons. Suivante. Et là, vous avez l'une de nos cathédrales à bagasse, qui est ce lieu de stockage où nous stockons la bagasse, qui est ensuite réutilisée dans la photo suivante pour brûler dans nos usines. Et dernier commentaire, photo suivante, s'il vous plaît, c'est nous sommes un acteur très important dans l'outre-mer français de la transition énergétique. Notre production est très, très vertueuse en termes de valorisation de cette bagasse qui, il y a 20 ans, était considérée comme un ennui, comme un problème environnemental et qui est aujourd'hui valorisée. Nous produisons donc de l'énergie importante et en termes d'emploi, et je pense qu'on y reviendra dans un instant. En gros, nous avons 300 emplois directs dans nos usines, mais ce qui est très important, c'est que ces 300 emplois permettent de sécuriser l'équivalent de 50 à 100 fois plus dans toute la filière sucrière amont. Sans les usines de cogénération, la plupart des sucreries auraient disparu aujourd'hui. La cogénération règle un problème économique et un problème environnemental tout à fait essentiel. Et on travaille aujourd'hui sur plusieurs projets avec des territoires pour lesquels, sans notre usine de cogénération, la sucrerie fermera et ce sont des centaines ou des milliers d'emplois qui disparaîtront. Et dernier chiffre pour simplement réfléchir à ce gisement bagasse. Au Brésil, l'électricité produite à partir de la bagasse représente à peu près 7% du mix énergétique de l'ensemble du pays et on pense que ça va plus que doubler dans les 10 prochaines années. Donc la bagasse est un des gisements sans conflit d'usage de biomasse en France et dans le monde.
Et vous le précisez avec insistance, sans conflit d'usage. Effectivement, nous sommes dans une filière un peu plus particulière, mais vous faites bien de rappeler cette différence notoire. Monsieur Boncorps, merci Monsieur Pétry pour ces illustrations que vous nous avez proposées à cette occasion. On fait un peu de terrain aussi à travers les images, et je pense que chacun aura apprécié cette présentation également très pédagogique. Monsieur Boncorps, président de la FEDEN, pour nous parler peut-être plus largement de vos activités, et puis là aussi des retombées que vous pouvez partager à l'occasion de ce colloque, enfin en tout cas dont vous pouvez nous faire part. Merci. Effectivement, FEDEN est une fédération de 6 syndicats qui tournent autour des services d'efficacité énergétique, des services d'efficacité environnementale, et donc notamment l'exploitation d'installations complexes, et entre autres celles qui exploitent de la biomasse. Dans le titre de cette table ronde, il y a le mot filière industrielle est un peu réducteur, parce que on a vu par les tables rondes précédentes que je dirais que la filière dont on parle, elle commence à la forêt, elle finit à la cendre, et je dirais même elle finit aussi à la chaleur qui arrive chez l'utilisateur final de cette chaleur renouvelable. Donc c'est quelque chose qui va au-delà de la filière industrielle. Mais enfin, évidemment, l'aspect industriel est tout à fait essentiel. Alors, il y a un mot important aussi, c'est les territoires. Et je prendrai l'exemple des réseaux de chaleur, parce que les réseaux de chaleur sont, à mon avis, effectivement un exemple de valorisation locale et de gouvernance territoriale efficace. Ces opérations, que ce soit des réseaux de chaleur anciens ou récents, sont menées en partenariat avec des collectivités locales, le plus souvent dans le cadre de délégations de services publics, parfois en régie, parfois sous d'autres formes. Mais il y a une forte implication des collectivités territoriales, et la valeur ajoutée au niveau local est tout à fait essentielle. Il y a un objectif aussi essentiel qu'il convient de rappeler, c'est qu'au final, on livre de la chaleur, il faut qu'elle soit à un prix compétitif pour les clients. Le client final, et c'est toujours un sujet tout à fait essentiel. Et je pense que les réseaux de chaleur permettent une très bonne valorisation de la biomasse et de manière plus générale de la chaleur renouvelable. Quelques chiffres. Il y a 450 réseaux en France, et même plus, quelques centaines de plus si on prend en compte des tout petits réseaux, dont une bonne part sont des tout petits réseaux biomasse, créés récemment, mais dont on n'arrive pas à avoir les informations dans les enquêtes nationales que nous menons, car ils sont un petit peu trop diffus. Mais et sur le panel que l'on a, qui représente plus de 90 ou 95% de l'ensemble des réseaux de chaleur, on a 36% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique, donc largement au-delà de l'objectif de 23% de 2020, si on raisonne au niveau de notre parc de réseaux de chaleur. Votre périmètre. Oui. Notre périmètre. La biomasse est minoritaire dans la part des énergies renouvelables. La part la plus importante et la plus significative, c'est la valorisation à partir des déchets, qui représentent les 2/3 environ de ces énergies renouvelables et de récupération. Et j'en profite pour dire un mot sur la biomasse venant des déchets. Il y a encore un potentiel considérable à utiliser, parce qu'on pourrait doubler la production d'énergie avec les unités de valorisation énergétique de déchets telles qu'elles existent, sans augmenter les tonnages recueillis, mais simplement en ayant une valorisation plus poussée de l'énergie, en substituant de la chaleur à l'électricité dans certains cas, ou en valorisant ce qui n'est pas valorisé. Je ferme la parenthèse, mais enfin, je pense que ça représente des quantités très significatives et disponibles sans effort énorme. Et il y aurait des dispositions, on a fait des propositions dans ce sens pour mieux valoriser cette énergie. Je reviens à la biomasse. On a eu un effort très significatif par toutes les entreprises de notre fédération sur le sujet, parce qu'on a multiplié par 6 en 6 ans, entre 2005 et 2011, on a multiplié par 6 la quantité de bois énergie utilisée dans les réseaux de chaleur.
Alors, c'est excellent, mais quand on regarde ce qu'il nous reste à faire, effectivement, dans les réseaux de chaleur pour tenir les objectifs 2020, il nous en reste énormément. Donc, on voit que cette activité-là s'est développée de manière très forte avec les collectivités locales qui sont fortement impliquées. Et il y a eu énormément d'investissements et qui sont faits, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Tout à fait. Dans une partie peut-être un petit peu plus prospective, et je vais demander à Monsieur Le Boulanger de bien vouloir s'exprimer à ce stade, justement en transition avec une deuxième partie qui va nous intéresser. Et j'interrogerai dans quelques minutes Monsieur Chauvin, notamment pour nous parler un petit peu de technologie de demain. Monsieur Le Boulanger, à ce stade, pouvez-vous nous faire un point aussi un petit peu plus global? Je rappelle que vous êtes chef du bureau des technologies de l'énergie à la DGCIS, donc direction générale de la compétitivité de l'industrie et des services. Voilà. Donc, en termes de poids économique pour cette filière, pour ces industries, ces services, que pouvez-vous nous rapporter à ce stade, de nous faire partager? Alors, la filière bois énergie, qui est un ensemble, effectivement, la filière bois biomasse, quand mon ministre ou mon cabinet me demande de citer une filière éco-industrielle qui marche, j'apprécie beaucoup de citer celle-ci. Elle est, alors, je ne vais pas dire exemplaire pour ne pas paraître flatteur, mais c'est une formidable illustration à la fois des capacités à une filière industrielle à se conjuguer avec des politiques publiques, donc à la fois environnementales et finalement d'utilisation d'une ressource, avec un objectif clairement industriel de création et de maintien de la valeur ajoutée sur le territoire et d'appui à un tissu d'industrie présent et effectivement évolutif. Et puis, un mot sur le fait qu'il n'y a l'industrie est quelque chose de vivant et qui ne peut jamais effectivement s'asseoir sur son laurier. Donc effectivement, un satisfecit et puis une mise en garde. Donc, pour l'introduire, 3 mots, les 3 missions quand même de mon ministère de redressement productif, c'est connaître l'industrie, défendre l'industrie et aider l'industrie. Alors connaître l'industrie, c'est savoir effectivement la mesurer. Acétone, cette filière, ne serait-ce que son segment industriel, ont été cités les chiffres de 20 000 pour la filière, dont seulement 1 200 emplois des fabricants d'équipements de chauffage. Je vous invite simplement à lire ces chiffres à l'envers. C'est 1 200 emplois et qui correspondent, c'est la meilleure évaluation possible qu'on puisse faire. Je connais les talents du bureau d'études qui les a faits. Génèrent d'une certaine façon ces 20 000 emplois, puisqu'ils sont d'une certaine façon au noyau, sans lesquels effectivement il n'y a pas d'amont, il n'y a pas d'aval. Donc, sur ces seuls équipements, ces 1 200 emplois répartis en gros dans 3 familles d'industriels, une famille de fabricants d'équipements de chauffage domestiques que chacun d'entre nous connaît s'il a une maison à la campagne où il a implanté ce type, un insert ou un poêle à bois performant dans son pavillon, une dizaine avec des grands noms historiques, les Godin, les Deville, et puis des noms plus récents, des Supra, des Invicta. Je vais en oublier, je m'en excuse, mais c'est la loi du genre qui domine leur marché national à 80% et qui exporte sur des produits dans un marché totalement ouvert. Et dans les énergies renouvelables, en dehors de l'hydroélectricité, qui est une situation tout à fait différente, ce sont les seuls à avoir cette performance. Deuxième famille industrielle, les fabricants d'équipements plus lourds qui vont équiper mes 2 voisins de droite et de gauche en chaufferie industrielle et en chaufferie pour cogénération, donc entre 5 et 20 mégawatts. De la même façon, remarquable situation où on a 3 PME principalement et un 4e, un nouveau venu qui est notre voisin de droite, Areva, qui va présenter, je crois, son offre. Le marché français de ces chaufferies industrielles était totalement capté par nos amis et voisins germaniques jusqu'à il y a 10 ans. Avec quasiment en simultané avec les travaux de l'ADEME pour améliorer les performances des équipements et de la création du fonds chaleur, les industriels français ont capté les 3/4 du marché français de ces équipements industriels ou pour réseaux de chaleur, tels qu'ils sont soutenus par le fonds chaleur. Je n'ai pas d'autre exemple d'une période où le commerce extérieur se creuse, d'une filière qui a regagné des parts de marché et qui a quasiment aujourd'hui une capacité à exporter. Et une 3e famille qui n'a pas été citée. Qui n'est pas forcément très connue. Et qui n'est pas très connue. Vous faites bien de le rappeler. Et une 3e famille qui n'a pas été citée et qui est un tout petit peu à l'aval, au sens simplement technologique, mais que connaissent également bien mes 2 voisins, les turbiniers.
parce qu'avec de la chaleur, on peut aussi produire. L'ultime coproduit, c'est effectivement la production d'électricité avec la chaleur fatale. Et donc la France est un grand pays de turbines électriques. On fabrique des turbines à vapeur, et je crois que la centrale à bagasse de mon voisin La Réunion est équipée avec une turbine fabriquée au Creusot. Voilà un troisième élément de produits à très haute valeur ajoutée, à très haute valeur évidemment financière, commerciale, unitaire, et extrêmement structurant sur son territoire. Il y a un ratio moyen de 1 à 5. Ici, vous avez vu qu'on atteint de 1 à 10. Alors, ça, c'est le paysage. Notre métier à nous, c'est de le rappeler au pouvoir public, de le rappeler évidemment aux autres acteurs, et de rappeler le rôle central de la partie vraiment manufacturière de la filière, pour deux raisons. D'abord, c'est souvent la plus mobile, donc la plus délocalisable, donc la plus fragile, celle qui est soumise à la compétition en premier. Les autres suivent, il ne faut pas croire. Mais c'est un très bon indicateur de la capacité de la filière à se défendre. Donc, maintenant, il faut la défendre par rapport à la concurrence, pour évidemment rappeler les besoins de ce retour. 2, la défendre par rapport à des contraintes, aussi légitimes qu'elles soient, de type réglementation environnementale, pour s'assurer qu'elles permettent aux acteurs de s'adapter dans les temps, ou éventuellement corriger des effets qui seraient excessifs et pas nécessaires. Et puis, troisième métier, pour conclure sur cette présentation, il s'agit d'aider l'industrie. Alors, aider l'industrie, aider l'économie pour l'État, le meilleur moyen, c'est de l'aider à innover, à être performante. Il n'y a pas besoin, il ne s'agit pas de l'aider en forçant les acheteurs à l'utiliser, ou à forcer la consommation, ou à faire du protectionnisme simplement défensif. C'est de l'aider à avoir les meilleurs produits. Et ça tombe bien, c'est la seule manière qu'un État est aujourd'hui autorisé à aider son industrie dans le cadre des accords internationaux que la France a souverainement signés. Et donc mon métier consiste à organiser le financement public des projets de R&D, de préférence collaboratif, et c'est parfait lorsqu'on découvre qu'après, tel ou tel acteur a déposé un brevet, ou que telle entreprise va apporter un élément nouveau. Je cite quand même je m'en excuse, l'anecdote. Nous avons un quatrième métier qui consiste un peu moins officiellement à titiller, asticoter nos industriels pour leur demander d'être meilleurs, ou leur demander de mieux travailler ensemble. Là, c'est un petit peu l'expression de la politique de filière telle qu'on la met en œuvre pour créer de la solidarité de fait, ce que font excellemment nos voisins allemands quasiment sans y penser. Nous, il vaut mieux le dire, il vaut mieux le faire. Et une partie de notre activité consiste à réunir l'ensemble de ces acteurs pour favoriser ces solidarités de fait qui font effectivement la force qu'on a photographiée il y a un instant. Merci, Monsieur Le Boulanger, pour ces rappels, cette synthèse de situation et cette transition, comme je le disais tout à l'heure, avec le futur, avec demain, puisque au-delà des emplois, des valeurs ajoutées que vous venez de décrire, de nouvelles se présentent visiblement à travers de nouveaux projets, de nouveaux potentiels. Et pour concrétiser cela, effectivement, le projet d'Areva que représente M. Chauvin aujourd'hui, en 2 mots sur les principes que vous développez. M. Chauvin, je vous laisse nous faire une présentation avec une carte blanche sur la façon de nous faire bien comprendre le procédé. Ouais, je vais peut-être pas trop m'étendre sur l'aspect technique. En tout cas, sur ses potentialités, comme cela nous intéresse bien sûr. L'activité d'Areva Bioénergie, c'est principalement d'installer des équipements ou des centrales de production de chaleur et d'électricité en France, en Europe et dans le monde, où Areva est un acteur majeur sur ces activités-là. Et Areva s'est intéressé aussi maintenant sur la phase amont, c'est-à-dire la préparation de la biomasse et l'amélioration des propriétés combustibles et des facultés, des propriétés de transport et de stockage de la biomasse qui sont souvent un frein au développement de ces utilisations. Et donc, on a développé une solution de torréfaction de biomasse qui consiste en fait par un traitement thermique à basse température, à rendre la biomasse totalement hydrophobe et assez facile à densifier, même très facile à densifier, ce qui permet d'en faire un combustible facile à transporter et avec des propriétés combustibles qui se rapprochent de celles du charbon, et donc qui ouvre un champ nouveau à l'utilisation de la biomasse pour être brûlée dans des centrales qui ont été conçues pour brûler du charbon. Donc ça ouvre des nouvelles perspectives, notamment en Europe où il y a beaucoup de consommation de charbon, où il y a beaucoup
il y a une forte volonté de réduire l'empreinte carbone et de décarboner la production d'électricité. Et donc là, ces technologies permettent de faire face à ces enjeux sans faire d'investissement lourd dans les centrales à charbon, en utilisant de la biomasse préalablement torréfiée. En termes de, je dirais que pour faire tout ça, donc en termes de développement d'emploi, puisque c'est un petit peu le sujet de la table ronde, Areva a localisé un centre technique à Bordeaux qui a développé toute cette technologie. Et là, on arrive en phase de mise sur le marché de cette technologie avec un projet d'installation pilote qu'on envisage de localiser dans la région Grand Est de la France. Une sorte de démonstrateur ou est-ce que c'est déjà une dimension industrielle? C'est plus que, enfin, c'est un démonstrateur. Après, Ouais. c'est une question de vocabulaire. C'est une tête de série. C'est une première de la série puisque Areva a l'habitude de. Avec une dimension déjà proche d'une exploitation. C'est une installation voilà. qui a vocation à être à taille industrielle. Alors bien sûr, une taille industrielle, ça peut être évolutif. Voilà, non, mais, Donc il y a plusieurs mais phases. déjà dans Et là, une certaine échelle, c'est voilà. ce que je veux dire, c'est au-delà du labo. Voilà. Là, hein. Et donc là, les enjeux, alors en termes d'emploi, c'est une trentaine d'emplois, mais il y a un certain nombre d'emplois indirects, notamment dans la phase amont. Et l'intérêt de cette torréfaction aussi, c'est de permettre de fixer des industries proches de la ressource, puisque l'avantage de la torréfaction, comme on l'a bien compris, c'est de densifier près de la ressource pour pouvoir améliorer, puisque comme on a densifié, la matière est plus facile à transporter. Donc cette technologie a vocation à être implantée proche de la ressource. En France, il y a beaucoup de forêts, ça a été dit et redit. Et j'ai bien aimé l'intervention de M. Vigneault tout à l'heure, puisqu'en fait, on s'aperçoit que l'un des enjeux d'installation de ces nouvelles technologies, c'est quand même que la chaîne de valeur globale entre la forêt et la consommation, la production de l'électron, soit la meilleure possible. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que la biomasse qui est disponible pour être torréfiée, dans ce cas-là, est une biomasse qui est issue d'une filière existante, en fait. Et on peut se poser la question de savoir s'il ne faut pas modifier un tout petit peu l'exploitation de la forêt ou l'exploitation des coproduits de l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple de la plaquette forestière a subi un certain nombre de transformations. Donc il y a des opérateurs qui ont créé de la valeur, qui ont transformé un produit pour l'apporter à un certain niveau. Et nous, en tant qu'industriels, on développe des technologies où on reprend cette matière qui a été transformée pour un autre emploi, en fait, pour le transformer pour notre emploi à nous. Et on peut se poser la question s'il n'y a pas intérêt à mettre en communion la collecte de la matière pour ne pas empiler des coûts qui sont peut-être inutiles. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément en ligne droite dans la chaîne de valeur. Donc là, il y a un travail sans doute à faire sur l'amont de la filière, encore plus que ce que nous faisons aujourd'hui en préparation de la matière. L'autre aspect, on a insisté sur la logistique, c'est très important de toucher du doigt qu'avec ces solutions-là, on implante localement des installations industrielles et on facilite le transport, mais pas forcément pour aller très loin. Il y a des centrales à charbon partout en Europe, et là, on ouvre vraiment des portes industrielles pour l'utilisation de la biomasse. Troisième aspect, on a parlé de l'utilisation de la biomasse sans conflit d'intérêts. L'avantage de la torréfaction, c'est qu'on peut aussi utiliser des coproduits forestiers ou agricoles peu nobles. Je pense aux écorces, je pense à toutes ces, les cimes des arbres, les branches et les souches, si elles sont correctement nettoyées et traitées, enfin préparées. C'est une matière première qui est tout à fait acceptable pour la torréfaction, puisque en fait, nous, ce qu'on recherche, c'est une matière lignocellulosique qui a un pouvoir calorifique donné, qu'il s'agisse de branches, de cœurs, d'aubiers ou de... D'accord. Alors justement, concrètement, dans votre prochain démonstrateur, quelles seront les grandes... comment dirais-je, l'origine, quelle sera essentiellement l'origine de la ressource et ça aura justement, on y travaille avec un certain nombre de partenaires qui étaient à la table précédente. Et ça fait partie des sujets qu'on est en train de traiter. Mais c'est clairement l'un des points clés de la mise en œuvre d'un tel projet. C'est d'arriver à une économie globale sur l'ensemble de la chaîne de valeur qui permette de ne pas empiler les coûts. Il est important que la valorisation, que la valeur ajoutée soit répartie judicieusement et de manière équilibrée sur tous les niveaux de la transformation, de la collecte jusqu'à la transformation. Maintenant, il y a quand même du travail à faire pour remettre ça en ligne droite.
Merci, Monsieur Chauvin. Alors, toujours pour parler d'avenir, je vais me retourner vers Monsieur Pétry, si vous voulez bien prendre un micro. Ça n'est pas trahir un secret, Monsieur Pétry, que de dire que vous avez des ambitions de développement, des velléités de développement pour votre entreprise, notamment en Amérique du Sud. Vous avez cité le Brésil tout à l'heure, mais aussi en France métropolitaine. Alors, quels sont justement les terrains de jeu qui vous intéressent demain pour le développement de votre entreprise et pour la création de valeur demain ? Albioma, donc, qui est l'ancienne Séchilian Sidec, a décidé de se focaliser sur la valorisation de toutes les formes de biomasse. Donc la bagasse sur laquelle nous avons 20 ans d'expérience, et comme le territoire de l'outre-mer français est à peu près saturé pour nous, évidemment nous regardons d'autres territoires comme le Brésil, mais aussi nous sommes intéressés par la métropole, où nous avons des projets de méthanisation, et Méthanéo, qui fait partie de notre groupe, présentera, je crois, demain ces projets. Et puis, d'autre part, nous regardons des projets de valorisation de coproduits du bois, des papetiers et des scieurs en métropole. Ce que je constate en métropole, c'est que nous avons un cadre contractuel qui est difficile et qui rend les projets, mais ça a déjà été évoqué, peu finançables ou difficilement finançables. Dans l'outre-mer, nous avons réussi à financer pour l'équivalent d'à peu près 500 mégawatts de cogénération, 1 milliard d'euros d'actifs immobilisés, dans un cadre contractuel stable qui nous a permis de financer les projets et tout en étant compétitifs. Et nous sommes les premiers au merit order de EDF dans l'outre-mer. En France, on constate qu'en particulier aux côtés d'industriels qui sont en difficulté et qui ont besoin de nos projets de cogénération, nous n'arrivons pas ou nous avons du mal à financer les projets. Et c'est un cercle vicieux. L'industriel est en difficulté, donc il fait peur à nos banquiers, donc la cogénération n'est pas finançable, et comme la cogénération ne sera pas construite, l'industriel disparaîtra. Et donc on est sur ce cercle vicieux, débat que l'on a eu avec la CRE et avec toutes les instances responsables de ce cadre contractuel. Il y a un vrai enjeu de redressement productif et un vrai enjeu de survie de certains industriels qui, sans leur cogénération, disparaîtront. Et c'est un sujet complexe qui, je crois, devrait être pris à bras-le-corps. Il y a des milliers d'emplois en jeu à protéger dans ces usines papetières et de scieurs qui sont parfois en difficulté. Merci pour ce témoignage, monsieur, cet avertissement, si je puis dire, monsieur Pétry. Je vais me tourner vers monsieur Dugripon de nouveau. Monsieur Dugripon, la question m'est inspirée par la table ronde précédente et j'ai envie de tenter de vous poser cette question. Quand, dans la table ronde précédente, notamment nos députés ont fait appel de leur vœu à la nécessité de s'intéresser à une sorte de relocalisation, un maillage du territoire avec parfois de petites installations. Comment est-ce que vous appréhendez les choses, vous qui allez peut-être vous retrouver frontalement en concurrence sur le terrain, que ce soit pour la ressource ou pour l'exploitation, avec ce type d'installation ? Oui, moi je ne parlerai pas de concurrence, je parlerai de coopération. Je l'évoquais ce matin et je le redis volontiers. Là, avec un rôle très spécifique, je pense, à jouer de la part des collectivités, un rôle d'organisation et un rôle de fédération des acteurs à la maille d'un territoire. Alors, je ne sais pas quelle est la bonne structure. À la table précédente, on mentionnait un type de structure. Je pense qu'on ne doit pas se limiter à une forme. En revanche, il y a un enjeu à réunir à la fois des acteurs locaux, des entrepreneurs de travaux forestiers, à la fois des groupes industriels, pour être capable de trouver à l'échelle d'un bassin une organisation qui va optimiser les coûts de logistique. C'est ce qu'on arrive à faire en Normandie, par exemple, avec un certain nombre d'acteurs. Je pense qu'il faut le faire au-delà de cet exemple qu'on réussit en Normandie, à une échelle plus large, plus organisée. Je pense qu'aujourd'hui, on subventionne beaucoup d'équipements sans s'assurer qu'ils ne sont pas les uns et les autres redondants, à défaut d'être en compétition. Et je pense qu'on a besoin d'une vision de l'aménagement du territoire plus organisée pour réunir les acteurs et s'assurer que les coûts logistiques sont réduits. Peut-être un autre message également, on parle beaucoup de création d'emplois. Je pense qu'il faudrait s'interroger également sur comment on va former tous les talents dont on aura besoin demain. Quand on recrute, on recrute, nous, un certain nombre d'acteurs pour soutenir le développement qu'on connaît. On a aujourd'hui des écoles du bois qui sont très tournées sur l'aval ou très tournées sur l'amont. Le segment dont on parle aujourd'hui, qui est un segment bois-énergie,
qui va nécessiter des compétences aval, savoir comment fonctionne une chaudière, quels sont les besoins de l'installation de combustion, des savoir-faire de logistique, mais aussi des savoir-faire de sylviculture pour être capable d'aller dans la forêt au bon moment avec les bons outils. Donc les innovations dont on a besoin demain et de façon durable. Et moi, je ne trouve pas aujourd'hui d'écoles, de formations qui sont positionnées sur ces segments. Sans vous contredire, c'est un petit peu quand même un mouton à 5 pattes que vous nous décrivez. Est-ce que vous aurez besoin d'opérateurs et de compétences qui auront justement toutes ces capacités, que de connaître de l'amont à l'aval toutes les problématiques? Écoutez, c'est un mouton à 5 pattes parce qu'on démarre, mais quand j'écoute M. Marlier qui nous dit qu'il y en aura 20 000 demain, je me dis que ce sera un mouton très régulier, mais il faudrait se mettre à les fabriquer. Et donc moi, j'appelle des métropoles comme Nancy, comme Nantes, qui ont dans leur sein des écoles d'ingénieurs qui sont tournées vers la combustion, qui sont tournées vers la sylviculture, qui sont tournées vers les industries du bois, à prendre en compte cette prospective, à se réunir pour s'adapter. et à créer comme ça des vecteurs qui n'existent pas aujourd'hui. Je pense par exemple à un master d'ingénieur du bois énergie. Je pense qu'on saurait en embaucher un certain nombre, les uns ou les autres ici autour de la table, régulièrement. Un profil qui reste à inventer en quelque sorte. Monsieur Marlier, je me permets de revenir vers vous parce que justement, pour revenir aux chiffres que vous nous avez présentés tout à l'heure, et puis je le rappelle, donc cette étude que vous avez conduite à la demande du CER sur l'emploi dans la filière biomasse, vous nous avez dégagé des tendances, des scénarios possibles. Est-ce que vous pourriez revenir un peu plus précisément sur les facteurs clés de succès dont celui-ci fait partie finalement, que la formation des bonnes compétences au bon moment pour répondre aux besoins demain? Est-ce que vous êtes allé aussi loin dans l'étude? Est-ce que vous avez approché quelques-uns de ces facteurs clés de succès? Alors, je ne serai pas aussi précis que votre question le suggère. C'est vrai qu'il y a besoin de compétences spécifiques, mais on a vu que l'analyse de filière qu'on a positionnée dans le périmètre, la première planche, là, faisait appel à la fois des filières traditionnelles, ou en tout cas mobiliser des maillons avec une hétérogénéité assez forte. Donc il y a une palette de métiers derrière ça qui est quand même assez importante. Et il y a certainement besoin de formations spécialisées, comme vous me mentionnez, par rapport à la nouvelle activité que vous promouvez. Mais il y a aussi des métiers ou des écoles ou des systèmes qui correspondent déjà en partie à des maillons ou des acteurs qui sont déjà en place. Donc il faut déjà certainement améliorer la formation traditionnelle et la compléter par des nuances ou des compétences plus tournées vers l'énergie. Donc on n'a pas fait cependant une analyse de la typologie des métiers, mais les fragilités qui ont été mentionnées sur l'amont ou sur la partie industrielle, on les a expérimentées aussi dans notre analyse. L'exploitation forestière, par exemple, que monsieur représente à travers une forme d'innovation, c'est un petit peu l'exception dans le paysage. Il y a des difficultés à recruter des bûcherons ou des métiers de base dans l'exploitation. De la manière, l'industrie globalement n'intéresse pas trop les jeunes. Alors c'est vrai dans tous les secteurs industriels, mais donc ça reste une difficulté aussi qui est partagée par cette filière, même si elle a des perspectives de croissance. C'est une des seules. Il y en a une autre qui est citée souvent par les médias, c'est l'aéronautique. Mais bon, en dehors de l'énergie, des énergies renouvelables en particulier et de l'aéronautique, il n'y a pas tellement de vecteurs de croissance industrielle. Merci M. Marlier. Juste avant de me tourner vers M. Coirier de nouveau qui vient de me faire signe, on va demander quand même une confirmation ou une affirmation à M. Vigneault, vous qui êtes un acteur aussi de terrain. Est-ce que vous témoignez de cette tension qui pourrait arriver sur vos deux métiers principaux notamment? Tout à fait. On est pas plus tard qu'hier, donc on a regardé au niveau de la progression de notre société d'exploitation forestière, donc où on a doublé le nombre de nos salariés en un an. Aujourd'hui, on est plutôt sur une phase palier parce qu'on s'aperçoit qu'on a une grosse difficulté à recruter du personnel qui est en fait qualifié au niveau de la sylviculture. Et ça nous pose un problème. On a le financement, on a tout ce qu'il faut et on s'aperçoit. On avait déjà identifié ce problème-là. Et je pense que la filière qui est en train de se mettre en place, ça va être un des enjeux, ça va être la formation. Je pense par contre, moi, je suis complètement optimiste par rapport au développement. Et j'ai vu la vitesse à laquelle on s'est développé, où on s'est habitué. Je pense qu'en France, on est capable d'aller très vite. Parfois plus vite que prévu, vous pouvez en témoigner. Merci. Donc vous confirmez, Monsieur Coirier, j'allais dire, vous pouvez réagir à cette même question pour l'emploi et la formation en particulier, mais plus globalement, si vous le voulez bien, sur les facteurs clés de succès dont je parlais pour la réussite de la filière demain, pour son développement. Voyez-vous des freins, des limites qu'il faudra dépasser?
La limite, enfin le frein, c'est la qualité. Au final, le consommateur attend qu'on lui livre une calorie de la même manière que le gaz, que le fuel, que l'électricité. Il ne veut pas voir la différence. Et donc, tous les professionnels en amont, que ce soit les combustibles, les appareils, les installateurs, l'entretien, enfin toute la filière doit apporter le niveau de qualité attendu par le client. Donc, juste pour revenir sur l'aspect formation, il faut s'organiser. Nous, industriels, par exemple, on a pris un peu le taureau par les cornes il y a quelques années. On a créé avec une association, avec des écoles de thermique, etc., pour former les installateurs. Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec le Grenelle de l'environnement, qui changeait complètement la donne en termes de bâtiments, la modification des équipements, qui gagne de plus en plus en rendement, les nouveaux combustibles et toutes les nouvelles évolutions réglementaires, on ne pouvait pas faire avec déjà avec les compétences du moment, et qu'il fallait introduire énormément de gens pour passer le cap de la croissance d'une part et de la qualité d'autre part. Donc aujourd'hui, on forme à peu près 1200 entreprises par an sur 4 plateformes. On forme d'ailleurs dans l'exploitation de chaufferie. Si vous cherchez des personnes, envoyez-les nous. Donc on a aujourd'hui fait un certain nombre d'efforts. On ne pourra pas tout faire en même temps parce que la formation initiale, elle n'est pas pour qu'elle se mette à la page, il faudra des années. Donc il faut le traiter avec des généralistes et faire de la formation continue pour adapter ces gens à des nouvelles techniques, à des nouvelles façons de faire. Donc, parce que la France a malheureusement peu investi dans la formation technique, on le sait bien pendant longtemps, peu investi dans les filières industrielles, ce qui fait que l'image de l'industrie, comme on disait, est peut-être un peu dégradée. Elle s'améliore de plus en plus, on y travaille, et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'industrie, de plus en plus. Mais cette donnée de formation, elle est clé. Après, ce qui va faire les facteurs clés de succès de notre industrie, c'est qu'il faut profiter de cette croissance pour innover, pour exporter, pour croître tout simplement et aller sur d'autres marchés, parce que la France n'est pas le terrain de jeu unique de nos industries. Oui. Il faut profiter de cette croissance pour aller chercher les marchés à l'international. Donc nous, par exemple, on a profité de cette croissance pour aller acquérir en janvier dernier une société qui est un des leaders européens de la cheminée industrielle, qui faisait des produits encore plus grands que les nôtres. Donc aujourd'hui, on a une cheminée sur 5 industrielles en Europe viennent chez nous. Donc là, on le dit assez peu, mais on a des leaders européens, voire mondiaux, en France. Ça existe, y compris dans les appareils de chauffage ou les équipements de chauffage. Mais il ne faut pas attendre et uniquement rentrer les succès. Il faut en profiter pour poser les nouveaux jalons. Ça passe par l'innovation, bien entendu, des produits, des services, des technologies. Et ça passe aussi par l'international, parce que la croissance, elle existe aussi sur des marchés périphériques, en Europe. En France, on se plaint beaucoup aujourd'hui, mais il y a de la croissance, je peux vous le dire, en Allemagne, en Autriche, plus avant vers les pays de l'Est, dans les pays scandinaves, évidemment en Russie et vers l'Est, il y en a beaucoup, mais profiter de ce mouvement positif, puisque la France a cette chance d'être en phase de croissance, pour préparer l'international, parce que c'est là qu'on confirmera les progrès réalisés. Merci, Monsieur Coirier. Monsieur le Boulanger, si vous permettez, juste pour une petite précision, il y a des groupes de travail qui ont été mis en place justement pour investiguer sur le devenir des filières dites d'éco-industrie, sur des scénarios aussi, en termes stratégiques en tout cas. Où en sont ces travaux? Est-ce qu'il y a des choses qui commencent déjà à sortir? Est-ce qu'il y a des tendances que vous pouvez déjà nous faire partager à ce stade? Oui, tout à fait. Dans la fonction animation, stimulation des filières industrielles, au sein des éco-industries, encore une originalité de cette filière par rapport finalement à ces grandes et petites sœurs. Vous avez vu les chiffres, ils sont respectables. 20 000 emplois dans un sens assez large, mais sans certains emplois induits et seulement pour la biomasse énergie. Et à droite, dans les projections 2020, vous avez peut-être eu le temps de photographier les prévisions, alors je ne sais plus, près de 40 000 au total, mais tout pareillement pour les emplois purement industriels, au mieux une augmentation de 15% et un scénario tendanciel avec une réduction du nombre d'emplois. Bref, une sous-filière sur laquelle du consensus entre les industriels, les autres acteurs de la filière amont-aval et les pouvoirs publics, il n'y a pas à attendre d'explosion du nombre de créations d'emplois nets. Et moi, je tiens cette modestie pour une vertu. D'une part, on est sur un marché mature du point de vue des équipements.
Et donc, j'entends déjà les réactions, mais pour ça, je vais m'expliquer. Oui, et d'autre part, monsieur le boulanger. Non, mais ça fait partie du format d'échange que nous avons proposé. Donc, monsieur Coirier semble effectivement contester votre affirmation, mais nous allons vous laisser la développer, évidemment, avant de lui proposer de nous faire part. Vous n'imaginez pas le bonheur du fonctionnaire de savoir que ses prévisions en termes de création d'emplois sont contredites par l'industriel qui pense faire beaucoup plus. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Absolument. qui montera assez rapidement à mon cabinet. Donc, dans des projections macroéconomiques sur les nombres d'emplois industriels, toujours pareil, dans le cœur de filière, et je distinguais bien de l'ensemble finalement de la filière où ils sont potentiellement plus vastes pour plusieurs raisons, puisqu'on est sur des équipements finalement soit de l'industrie, soit de l'habitat, qui sont matures, et d'autre part parce que la captation du marché par nos acteurs est déjà quasiment optimale. Ça n'empêche absolument pas qu'il y a des gisements de croissance à l'export, et ça tout le monde peut l'espérer, sur de nouveaux éléments de marché qui n'avaient pas été atteints, ou en tout cas pris en compte. J'ai cité tout à l'heure les turbines de cogénération. Nous avons des marges de manœuvre. Et d'ailleurs, comme il a été dit, que la France pourrait faire mieux, ou en tout cas améliorer son régime qui permettrait de faire davantage de cogénération. Il y a là encore des emplois induits. Enfin, sur la filière biogaz, qui est une cousine quand même assez proche du bois énergie, il y a là encore quasiment une filière d'équipement aussi bien de digesteurs ensuite que de brûleurs, à créer, à adapter à la ressource française, qui est différente de ce qui se fait, de ce qui a fait l'industrie germanique des équipements pour biogaz. Et ce n'est pas les mêmes qu'il faut prendre, il faut en réinventer et créer l'industrie qui va avec. Donc il y a d'une part des projections à périmètre constant qui sont modestes, mais c'est là où on est même sur un système où il faut préserver l'acquis et trouver des relais de croissance. Et deux, ces fameux relais de croissance. Et puis trois, l'inventivité des industriels, le dynamisme industriel qui fait que je vais être très heureusement contredit par mes voisins. Voilà. Alors, Monsieur Marlier, j'ai bien noté que vous souhaitiez intervenir, mais vous avez compris que nous sommes dans une contrainte de droit de réponse. Là. Donc, j'ai vu réagir assez vivement Monsieur Coirier, qui va pouvoir développer. Même si on est peut-être parmi les entreprises françaises, celles qui sont les plus dynamiques en création d'emplois, ça existe. On n'est pas les seuls dans le secteur. Et puis, vous oubliez une donnée importante, on a beau occuper une part de marché, on crée des marchés. C'est-à-dire qu'on va continuer à les occuper, mais on va créer des nouveaux segments, on va créer des nouveaux produits, et ça va générer de la croissance. Enfin, nous, on fait ça depuis 20 ans. Le marché n'a pas grandi, n'a pas été multiplié par 3 sur les produits existants. Il s'est agrandi par la création permanente de produits, par l'évolution technologique, par la performance énergétique. À chaque fois qu'on va créer de la valeur ajoutée pour le consommateur, on peut lui vendre ça aussi. Et ça fait la différence. Alors évidemment, la majorité des emplois viendront de ces nouvelles créations, l'innovation et de l'international. Mais je ne suis pas le seul à créer des emplois dans notre secteur. Et puis je crois qu'il ne faut juste pas se tromper dans les données que vous avez données tout à l'heure. C'était surtout de l'industrie liée à la grande puissance. Parce que sur l'individuel, il y a plusieurs milliers d'emplois également industriels qui existent. Moi, dans mon domaine, par exemple, sur les conduits de fumée, on est à peu près 2500 emplois en France, j'en fais la moitié. Sur les équipements de chauffage, il y en a à peu près 4 ou 5 000. Il y en a encore quelques milliers dans l'industrie du collectif. Mais il y a des croissances d'emplois et il y en aura encore. Des emplois liés donc à la fourniture d'installations de petite dimension, mais qui sont génératrices de beaucoup d'emplois. Ah bah oui. Et puis qui ont encore beaucoup de potentiel. Très bien, Monsieur Coirier, merci. Monsieur Marlier, vous avez souhaité intervenir à un moment, donc je vous laisse reprendre à l'endroit où vous souhaitiez intervenir. En fait, juste une précision technique. Donc là, on mesure les emplois en équivalent temps plein qui concernent uniquement le bois énergie, donc pas les autres types d'énergie. Et d'autre part, ce sont les emplois qui sont liés à l'activité en France, donc pas aux exportations. Donc il y a la raison pour laquelle il y a une baisse, le volume est déterminé par ce point-là. La raison pour laquelle il y a une baisse, c'est que la productivité dans les équipements, la fabrication d'équipements de machines et de combustion, c'est que la productivité croît plus vite que l'accroissement. Voilà. Alors nous avions dans ces chiffres effectivement des données liées à l'exploitation essentiellement, enfin en tout cas Non, je parle de la ligne fabrication d'appareils, machines. Nous n'avons plus la diapo sous les yeux, mais on va peut-être pouvoir nous l'envoyer depuis la régie pour que les choses soient bien claires. Mais vous n'avez pas dans ces chiffres, en tout cas nous l'avons bien compris, ce qui peut être lié à des activités d'export ou à... Les exports ne sont pas dans le scénario énergétique qu'on a retenu, parce qu'ils ne concernent que la France. Monsieur Coirier propose de les compter. Alors ça veut dire un message
pour une puisque une prochaine investigation puisque statistique. c'est la croissance du moment de l'industrie qui va permettre ça, comptez-les. Sinon, après, comment voulez-vous positiver le développement de la biomasse énergie pour l'État, et pourquoi on va motiver, si vous montrez un chiffre qui baisse, pourquoi l'État irait investir dans la filière? Enfin, je veux dire, je suis peut-être un peu direct dans ma réaction, mais nous sommes là pour ça. Monsieur le Boulanger, vous voulez réagir? Ça fait partie du deal, enfin, à un moment donné. Pardon, merci. Étant au sein de la famille, il me paraissait utile de regarder le tableau dans sa totalité, y compris son noyau dit industriel, effectivement stable et relativement limité. Rassurez-vous, auprès des décideurs, c'est bien le seul chiffre qu'on regarde, c'est comme sa facture, c'est celui en bas à droite, c'est la globalité de la filière. Parce qu'il y a des mécanismes de diffusion de l'emploi au sein de la filière, les progrès de productivité, comme l'a indiqué tout à l'heure très justement le représentant du HIP, vont diminuer le nombre d'emplois nécessaires pour fabriquer une unité effectivement de valeur, mais ils vont pouvoir gagner parce que ça va accroître le marché, et deux, ce gain va se diffuser au sein de la filière et créer la capacité, le pouvoir d'achat à l'amont, à l'aval, ce qui fait qu'au total, on va gagner, donc voilà, c'est 49 700, c'est ça le chiffre que l'on montre aux décideurs, et qui est le quasi-doublement qui va évidemment motiver les décisions, et des emplois sur une filière dont le coût de revient énergétique est bien positionné dans la famille des énergies renouvelables. Il faut rappeler ça. J'ai entendu qu'il y avait débat sur le fait, faut-il dire que le bois est l'énergie renouvelable la moins chère? À un certain moment, il faut le rappeler, pour dire que développer le bois énergie ne va pas augmenter le prix final, en gros, de l'électricité lorsqu'on la convertit en électricité pour le consommateur. C'est un élément de motivation supplémentaire. Merci, monsieur le Boulanger. Une dernière question de ma part, puisque nous allons nous tourner dans quelques instants vers la salle pour continuer selon le même modèle, le même format que depuis ce matin. Une dernière question à l'attention de monsieur Boncor, pour réagir aussi au nom de la FEDEN, et peut-être résumer par rapport à ce que vous avez entendu, votre propre vision des choses, et que nous parlons bien des mêmes choses. Tout à fait. Effectivement, on voit un développement très significatif, et je vois de toutes les tailles d'installation. Je rappelle qu'au niveau de FEDEN, nous avons un syndicat qui apporte des services aux équipements individuels. Donc on va de l'équipement individuel à travers le SINASAF jusqu'aux plus grandes installations à travers le SNCU pour les réseaux de chaleur et le SVDU pour les unités de valorisation énergétique de déchets. Donc on voit qu'il y a sur l'ensemble de ces activités-là un développement, et j'attire l'attention sur le fait que les réseaux de chaleur sont appelés à un très fort développement dans les années qui viennent. Ça a été annoncé, ça a été déjà prévu par la BPI, et on constate réellement avec les extensions, à la fois par des créations, des interconnexions, et parallèlement le verdissement des réseaux de chaleur, donc notamment par le bois énergie. Donc nous prévoyons d'ici 2020 5000 emplois supplémentaires dans l'exploitation des réseaux de chaleur. Donc c'est un chiffre tout à fait significatif, et c'est évidemment de l'emploi pérenne, parce que une fois que c'est construit, ça doit être exploité pour le service des clients. Tout à fait, merci de ce rappel également, monsieur Boncor. Alors je conçois tout à fait à ce stade de la journée que certains parmi vous seront obligés de nous quitter pour des contingences de transport, d'horaire ou autre, mais comme vous le savez, nous étions donnés comme objectif de terminer cette première journée à 17h30. Donc je crois pouvoir vous dire à ce stade que nous sommes très bien partis, non seulement pour respecter l'horaire, voire pour terminer un petit peu plus tôt. Donc je vous invite maintenant à poser vos questions, et nous avons largement le temps pour ce faire. Merci de lever la main. Je vais peut-être essayer de passer la parole à des gens qui ne se sont pas encore exprimés. Je crois que, mesdames, là-bas, sur cette partie-là, c'est la première fois, je pense, que vous serez exprimés aujourd'hui. Merci. Madame Jules, région Guadeloupe, Conseil régional de la Guadeloupe. C'est une question pour Monsieur Pétry. Je sais qu'Abioma travaille à des projets 100% biomasse, puisqu'il faut savoir que nos centrales thermiques fonctionnent avec de la bagasse, mais avec beaucoup de charbon aujourd'hui. Donc nous sommes très intéressés par ces projets 100% biomasse, qui sont basés en partie sur de l'importation de la biomasse, ce qui n'est pas une orientation au niveau national de ce que j'ai compris ce matin. Je voulais savoir où en étaient les réflexions d'Abioma sur la sécurisation de l'approvisionnement et sur les coûts de transport. Merci. Merci, madame. Merci, madame, pour votre question qui est complètement pertinente et d'actualité. Il y a 20 ans, quand on a démarré à La Réunion notre première usine de valorisation de la bagasse,
nos experts ont constaté qu'il y avait ce gisement bagasse disponible à peu près 5 mois par an. Et puis, le reste du temps, il fallait trouver un autre combustible pour produire l'électricité. Et aujourd'hui, notre production à La Réunion, c'est à peu près 60% de l'ensemble de l'électricité consommée. En Guadeloupe, aujourd'hui, c'est à peu près un tiers. Donc, on a complété la bagasse par du charbon. Et c'était efficace, ça répondait aux normes européennes, c'était parfaitement accepté. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que le charbon est moins accepté qu'il ne l'était auparavant. Et donc, nous avons fait évoluer notre modèle et nous avons 2 projets en cours de développement qui sont aujourd'hui des projets bagasse, biomasse importée, bois sous forme de granulés que nous importerons pour les Antilles, soit d'Amérique du Nord, soit du Brésil. Ce sont des projets qui avancent, qui ont l'appui politique qui convient et qui sont aujourd'hui la nouvelle vision de notre métier. La sécurisation de l'approvisionnement nous semble être complètement faisable et nous avons les contacts qu'il faut et les contrats qu'il faut pour nourrir ces projets. Le premier projet étant à la Martinique, au Galion, dans quelques années, mis en service fin 2015. Et donc, nous n'avons pas de sujet d'appro aujourd'hui. Et plutôt que d'importer du charbon, c'est effectivement bien plus vertueux d'importer des granulés bois, tout en donnant la priorité à la biomasse locale. La biomasse locale, c'est d'abord la bagasse. Ce sont les déchets verts quand ils sont préparés et qu'ils ont la qualité qui convient. Et c'est toute la forme de biomasse qui pourrait apparaître localement avec des filières nouvelles qui pourraient se développer. En Guadeloupe, il y a un massif forestier considérable mais qui n'est pas aujourd'hui exploité. Est-ce qu'un jour émergera une filière bois en Guadeloupe? Je n'en sais rien. C'est un choix politique, c'est un choix avec les industriels. Mais aujourd'hui, nous sommes très attentifs à effectivement valoriser toute la biomasse locale et quand il n'y en a pas assez, l'importer des continents voisins, Amérique du Nord ou Amérique latine. Justement, à ce propos, Monsieur Pétry, je vais peut-être vous taquiner un petit peu, mais il n'y a pas un peu de bois en Guyane aussi, sauf appréciation erronée sur le plan géographique de ma part? Vous ne me taquinez pas, vous touchez au contraire un point fort, un point important. Nous regardons des projets biomasse bois en Guyane. Nous sommes le premier producteur, par exemple, d'énergie renouvelable en Guyane, mais nous avons pour l'instant des panneaux photovoltaïques. La Guyane est un gisement considérable, mais aujourd'hui, il n'y a pas de filière. Il n'y a pas de filière qui sorte le bois et qui nous permettent de l'exploiter. Et donc, monter cette filière, et ça, c'est un sujet que l'on est ravis de travailler avec nos amis de l'ONF, c'est un vrai sujet, et je pense qu'il y a un potentiel absolument considérable d'une exploitation raisonnée de la forêt guyanaise. Et nous sommes au travail sur quelques projets dans ce domaine, mais la filière n'existe pas encore. Merci pour cette réponse circonstanciée et tout à fait comprise. Monsieur Chauvin, oui, vous voulez à la question de madame également? Oui, parce qu'il y a à la fois bagasse et charbon dans votre question. Et la bagasse est la deuxième biomasse qu'on adresse, nous, pour le moment, sur le développement de notre technologie. La première, c'est le bois. Et la bagasse, on la développe au Brésil aujourd'hui. On a un très gros projet pour de la torréfaction de bagasse, afin d'une part de la stabilité, parce que vous parlez de la saisonnalité, et torréfier la bagasse, ça permet de la conserver dans le temps. Et le deuxième point, il y a des potentiels d'exportation de bagasse brésilienne vers d'autres contrées mondiales, mais aussi de torréfaction de n'importe quelle sorte de biomasse pour remplacer les parts charbon que vous avez dans les centrales qui brûlent du charbon et de la bagasse, sans faire d'investissement particulier dans les centrales en question. Merci, Monsieur Chauvin. Madame qui avait le micro déjà. Juliette Talpin, agence What's New pour le journal des énergies renouvelables. Ma question est pour Monsieur Chauvin. Il me semble qu'il y a une grande concurrence mondiale justement sur la recherche en ce qui concerne la torréfaction. Donc je souhaiterais savoir comment se situe le groupe Areva, comment se situe la France par rapport à cette course de vitesse. Alors c'est vrai qu'il y a une compétition, il y a une course de vitesse. Nous, on est assez fiers de notre technologie, en deux mots. On pense qu'elle est bien placée. En termes de mise sur le marché, on est en train de travailler à l'échelle prototype, échelle 2,5 tonnes à l'heure, et on est en train d'industrialiser la version standard de notre proposition commerciale, qui est de 5 tonnes à l'heure et qui sera dupliquée sur différentes échelles.
Je vous parlais d'un projet au Brésil. Donc, on a un projet pour installer un pilote sur la bagasse dès 2014. Et on a un certain nombre de projets qui sont en cours d'évolution très favorable en Europe et en Amérique du Nord. Merci. Juste un mot. Monsieur Petri. Le gisement bagasse sur Terre est valorisé en termes énergétiques à hauteur de 10%. Et seulement un tiers de ces 10%, donc 3%, est valorisé avec un haut niveau de performance énergétique. Donc ce gisement est considérable. On ne peut pas construire des usines de cogénération dans tous les pays caniers parce que la plupart de ces pays n'ont pas les contrats d'achat qui permettent d'asseoir le financement. Mais en revanche, il y a de la ressource et qui pourrait être torréfiée et donc voyager un jour et remplacer une partie des trafics charbon de la planète. D'accord, très bien. Merci pour cet autre éclairage. Question suivante. Monsieur, de nouveau, pas d'autres nouvel intervenants par rapport à tout à l'heure? Alors, monsieur, nous avons déjà entendu à plusieurs reprises, mais je vous laisse rappeler qui vous êtes pour ceux qui nous auraient rejoints depuis. Merci. Jean-José Vanegg de la revue Énergie Développement Durable. Ma question va vers monsieur Petri. Suite à une étude que j'avais faite au Brésil justement sur le bioéthanol et sur tout l'aspect vertueux de la filière canne à sucre, je voulais savoir si dans le tableau que vous nous avez présenté par rapport à une tonne de canne à sucre en entrant, 120 mégawattheures en sortie de mémoire. Kilowattheure. Kilowattheure, pardonnez-moi. Oui, ça serait exceptionnel comme rendement. Est-ce que on n'a pas parlé du procédé de récolte? Vous êtes dans un procédé de récolte entièrement mécanisé par opposition, et j'ai cru comprendre, puisque j'ai certains étudiants de La Réunion, où on pratique encore le brûlage de la culture avant la récolte. Donc vous êtes avec brûlage ou vous êtes passé définitivement sur une récolte 100% mécanisée? Merci. Alors, d'abord, ce n'est pas Albioma qui fait la récolte, puisque c'est l'amont de la sucrerie, et nous ne faisons que recevoir de la bagasse. Mais aujourd'hui, dans l'outre-mer français, on est encore sur des process où beaucoup de la paille est laissée au champ, ou brûlée ou laissée au champ. Et l'un de nos facteurs de progrès, c'est de voir comment valoriser en termes énergétiques une partie de la paille, une partie des déchets. Une partie va rester sur le sol à des fins pour des raisons agronomiques. Le reste peut être valorisé en termes énergétiques. Et là aussi, on parlait d'innovation tout à l'heure, notre enjeu, c'est de sortir le maximum d'énergie d'une tonne de canne à sucre. Et un deuxième commentaire pour répondre à votre question, ça va de soi pour certains d'entre nous. Lorsque l'on prend de la canne à sucre, on peut faire du sucre, on peut faire du rhum. Je n'ai pas apporté de rhum aujourd'hui, mais on peut faire du rhum. Mais on peut aussi faire de l'éthanol. Mais dans tous les cas, il reste de la bagasse. Ah bien. Merci. Monsieur, nous vous avons entendu également à plusieurs reprises. Je vous laisse rappeler qui vous êtes. Je me représente Dominique Chauvin, prospectiviste. J'avais une question un peu technique pour monsieur Chauvin sur la torréfaction, qui est un sujet important. Et d'ailleurs, je suis heureux de voir que ce sujet prospectif des années 2007, avec des start-up, arrive au niveau de grands groupes. Dans la torréfaction, vous avez une dépense énergétique pour torréfier la biomasse. Et du coup, ça change la structure de la biomasse. Et ça lui donne, je suppose, des capacités calorifiques supérieures. Et donc, ma question est très simple. Est-ce qu'il y a un gain net ? Un gain net sur l'énergie? Entre l'énergie dépensée d'un côté et l'augmentation de la capacité calorifique de la biomasse que vous mettez comme produit de plus haute qualité sur le marché. La torréfaction est un traitement thermique de biomasse. Selon la température à laquelle on va l'opérer, on va être en autothermie, on va avoir suffisamment d'énergie, il y a un manque d'énergie ou un excès d'énergie. Le meilleur... On a, je pense, un problème d'antenne avec ce micro en particulier. Voilà. On va munir d'un micro testé. La bonne température de process va dépendre, va donner le bilan énergétique global de la chaîne de valeur. Mais en fait, cette chaîne de valeur doit s'analyser en intégrant le préséchage éventuel s'il est nécessaire, mais surtout en intégrant les contraintes de combustion dans la centrale. Et selon l'utilisation que vous allez faire de la torréfaction, la bonne température de process peut être différente. Et du coup, vous allez avoir besoin ou pas d'énergie complémentaire. Merci. Y a-t-il encore une dernière question avant de clôturer cette première journée du colloque Biomasse 2013 ? Je voudrais surtout
ne laissez aucune frustration dans la salle, donc je ne vois pas de main qui se lève. Messieurs, il va me rester à vous remercier, comme pour les autres intervenants, pour votre présence. Avant d'entendre quelques mots de la fin dans quelques instants par Cyril Le Picard, qui voudra bien non pas nous faire une conclusion, mais peut-être une sorte de point d'orgue, de point d'étape à l'occasion de cette première journée. Merci messieurs, nous vous applaudissons, nous vous remercions. Merci. Et si vous le permettez, juste avant de vous donner le mot de la fin, monsieur Le Picard, je voulais juste faire un petit clin d'œil à monsieur Dugripon, que nous avons vu 2 fois s'exprimer aujourd'hui. Et j'ai entendu effectivement, à travers les différentes tables rondes, je pense que vous l'aurez partagé comme moi, un certain nombre de doléances, un certain nombre de suggestions, de propositions. Mais je me souviens que vous aviez également parlé de prière ce matin. Alors je ne sais pas quelle est la symbolique qu'il y a derrière tout ça, mais vous avez été effectivement plus loin. Alors j'espère que cela ne restera pas des prières. J'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de propositions concrètes. Je ne sais pas si vous le confirmerez, monsieur Le Picard. Je ne dirai pas la messe non plus. Je me doute bien. Bon. Simplement, bon, c'est une conclusion forcément provisoire, puisque je vous rappelle que demain, à partir de 9h ici, nous parlerons biomasse, nous parlerons biocarburant, avec des intervenants aussi compétents que ce que nous avons vécu aujourd'hui. De plus, demain après-midi, vers 17h, Delphine Bateau viendra nous rendre visite pour nous informer d'un certain nombre de points précis en rapport avec nos activités. Donc je vous encourage à être là demain pour poursuivre ce colloque de 2 jours. Alors moi, pour aujourd'hui, c'est très simple. Moi, je trouve que la qualité des intervenants était absolument formidable. Le choix des thèmes était aussi judicieux. Et ben, tout ça, si on additionne ces 2 éléments, ça nous donne une journée de qualité. On a appris des choses. On a vu que la filière biomasse n'était pas parfaitement opérationnel, hein, faut pas se raconter des histoires. Il faut continuer à se parler, c'est très important. Il faut continuer à se respecter, à écouter ses clients, savoir ce qu'ils veulent, à écouter les fournisseurs, savoir ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, puisqu'on est dans la forêt, en l'occurrence, et avoir une attitude positive, parce que cette filière va grandir, c'est évident, mais il faut qu'elle grandisse d'une façon organisée et intelligente. Je remercie les intervenants, je remercie aussi Sabrina Fuselier, vous pouvez vous lever, qui est la chef du département bioénergie. Sabrina et son équipe qui ont organisé cette première journée. Je voudrais remercier aussi notre brillant animateur. C'est comme le bois, ça s'améliore chaque année, c'est bien. Et je vous donne rendez-vous demain à 9h pour une nouvelle journée d'information avec des intervenants de très grande qualité. Merci, bonsoir.